Alors, on va commencer un cours sur Hobbes et sur le rapport entre l'utilité et la légalité en ce qui concerne la loi. Je relis le texte euh, que nous allons étudier. C'est au souverain qu'appartient le soin de faire de bonnes lois. Mais qu'est-ce qu'une bonne loi? Par bonne loi, je n'entends pas une loi juste, car aucune loi ne peut être injuste. La loi est faite par le pouvoir souverain, et tout ce qui est fait par ce pouvoir est autorisé et reconnu comme sien par chaque membre du peuple. Et ce qui arrivera de cette façon à tout homme, personne ne peut le dire injuste. Il en est des lois de la République comme des lois des jeux. Tout ce sur quoi les joueurs s'accordent tous n'est injustice pour aucun d'eux. Une bonne loi est celle qui est nécessaire pour le bien du peuple et en même temps claire. Alors, je reformule et j'explique ce que dit Hobbes dans ce texte. Hobbes dit que la finalité du souverain, c'est de faire de bonnes lois, mais toute la question est de savoir ce que c'est qu'une bonne loi. Et Hobbes commence par dire une bonne loi, ce n'est pas une loi qui est seulement juste, parce que toutes les lois sont justes. Toutes les lois sont justes. À partir du moment où une loi est une loi, elle est reconnue par le peuple en tant que loi, et parce qu'elle est reconnue par le peuple en tant que loi, elle est juste. Hobbes va comparer la loi à la règle d'un jeu, on peut penser aussi à la règle d'un sport. Si je veux jouer au jeu, je dois suivre la règle du jeu. Et euh, si je décide d'obéir à une autre règle, alors je ne joue plus au même jeu. Et pour filer l'analogie, pour filer la comparaison, cela veut dire que je n'appartiens plus à la même société. Je deviens un ennemi de la société. Si je considère que la loi n'est tout simplement pas une loi, alors je ne suis plus un membre de cette société. Est-ce que ça va pour tout le monde, ça? Ok. C'est relativement simple. Petite synthèse là-dessus avant de continuer. Comme ça, on fait les choses progressivement. Donc, le droit peut-il être toujours juste? C'est bien ça, la troisième partie? Ok. Alors, il faudrait distinguer, et vous pouvez noter, il faudrait distinguer la légalité, il faudrait distinguer la légalité, en un seul mot, légalité. Oui, il faudrait distinguer la légalité du droit de critères extra-juridiques comme l'utilité ou la moralité. Comme la moralité ou l'utilité. Pour Hobbes, dans le Léviathan, la finalité de la souveraineté
la finalité de la souveraineté est d'établir de bonnes lois. Mais une bonne loi n'est pas une loi qui serait seulement juste. Une bonne loi n'est pas une loi qui serait seulement juste. Pardon? Des lois qui seraient bonnes. De bonnes lois. Mais une loi bonne n'est pas une loi juste. Parce qu'aucune loi ne peut être injuste, alors que certaines lois peuvent être mauvaises. Aucune loi ne peut être injuste, alors que certaines lois peuvent être mauvaises. En effet, une loi est une loi. Une loi est une loi. À partir du moment où on en reconnaît la légalité, à partir du moment où on en reconnaît la légalité, c'est-à-dire qu'on reconnaît qu'elle a été faite, c'est-à-dire qu'on reconnaît qu'elle a été faite par une autorité légitime. Faite par une autorité légitime. Hobbes compare la loi à la règle d'un jeu pour jouer. Il faut accepter les règles. Et aucune règle ne peut être injuste dans ce cadre. Aucune règle ne peut être injuste dans ce cadre. Alors, on arrête de noter pour le moment. L'objet du texte, en fait, c'est d'expliquer que justement, il n'y a pas seulement que des lois justes, il y a aussi des mauvaises lois. Une loi peut être juste et mauvaise. Il faut donc se demander ce que c'est qu'une bonne loi. Je poursuis la lecture du texte.
Une bonne loi est celle qui est nécessaire pour le bien du peuple et en même temps claire. En effet, l'utilité des lois, qui ne sont que des règles autorisées, n'est pas d'empêcher les gens de faire toute action volontaire, mais de les diriger et de les maintenir dans un mouvement tel qu'ils ne se fassent pas de mal par l'impétuosité de leurs propres désirs, par leur imprudence et leur manque de discernement. Comme des haies sont installées non pour arrêter les voyageurs, mais pour les maintenir dans le droit chemin. Et c'est pourquoi une loi, qui n'est pas nécessaire, n'ayant pas la véritable finalité d'une loi, n'est pas une bonne loi. C'est une loi, mais ce n'est pas une bonne loi. On pourrait imaginer qu'une loi est bonne quand elle est faite pour l'avantage du souverain, quoiqu'elle ne soit pas nécessaire au peuple. Mais il n'en va pas ainsi, car le bien du souverain et le bien du peuple ne peuvent être séparés. C'est un souverain faible que celui qui a des sujets faibles, et c'est un peuple faible que celui dont le souverain n'a pas le pouvoir de régir les sujets selon sa volonté. Des lois qui ne sont pas nécessaires ne sont pas de bonnes lois, mais des pièges pour récupérer de l'argent, qui sont superflus là où le droit du pouvoir souverain est reconnu, et qui sont insuffisants pour défendre le peuple là où il ne l'est pas. Alors, là, il y a beaucoup de choses à dire. Euh, Qu'est-ce que c'est qu'une loi bonne pour Hobbes? Qu'est-ce que c'est qu'une bonne loi? Première caractéristique d'une loi qui serait bonne. Je viens de le dire. Qu'est-ce qu'une bonne loi pour Hobbes? Non, justement. Qui n'avantage pas le peuple par rapport au souverain, ni le souverain par rapport au peuple. Qu'est-ce qu'une bonne loi? Ouais. Oui. Alors, ce que dit Hobbes, c'est qu'une bonne loi, c'est une loi qui est nécessaire pour le bien du peuple et en même temps claire. Autrement dit, c'est une loi qui est utile. Qui est utile. Ok. En quoi est-elle utile, la loi? Hobbes va comparer la loi aux haies qui peuvent border un chemin. Euh, dans une forêt, on est d'accord que vous pouvez aller là où vous voulez normalement. Une forêt qui serait vierge de l'empreinte de l'homme, une forêt où l'homme ne serait jamais intervenu, une forêt sans chemin. Vous êtes libre absolument d'aller où vous voulez dans une forêt. Est-ce que c'est une bonne chose? Autrement dit, est-ce que vous n'iriez pas plus vite là où vous voulez aller s'il y avait des chemins? Si. Je rappelle un truc, une vérité historique profonde, la raison pour laquelle Rome a dominé le monde connu pendant des siècles, c'est parce qu'ils avaient à leur disposition, parce qu'ils ont inventé une technologie en fait, c'est la route. C'est la route. Que permettait la route? Ça permettait de projeter leurs légions aux quatre coins de l'Europe, de l'Afrique, de l'Asie mineure, etc. Ils faisaient des routes, leurs légions passaient dessus, ils allaient beaucoup plus vite et beaucoup plus loin que n'importe quelle autre armée. Les lois sont comme des routes. Elles permettent d'aller là où on veut aller et elles permettent surtout de ne pas se perdre, de rester sur le droit chemin, c'est-à-dire les lois permettent au fond et ont pour but essentiel qu'on ne se nuise pas mutuellement, qu'on ne s'entretue pas. C'est à ça que servent les lois et au fond à rien d'autre. On va noter ça et ensuite on va aller un tout petit peu plus loin. Donc, pour Hobbes, une bonne loi, une bonne loi est une loi nécessaire au bien du peuple. C'est-à-dire
une bonne loi est une loi nécessaire au bien du peuple. C'est-à-dire utile. Alors, nécessaire parce que sans elle, les individus s'entretueraient pour Hobbes. En tout cas, ils seraient libres de le faire. Parce que sans elle, les individus s'entretueraient. Oui, je pense que vous pouvez l'écrire en un seul mot. Mais sinon, vous mettez un tiret entre entre et tuer. Le correcteur orthographique me dit que les deux orthographes sont valables. Moi, je l'écrirai en un seul mot, vraiment. À l'écrit, ça me choque beaucoup moins. Vous voulez que je répète? Ok, ok, c'est bon. Utile, utile parce qu'elles permettent, parce qu'elles permettent, je ne sais plus, j'ai dit les lois ou la loi? Les lois. Utile parce qu'elles permettent, parce qu'elle permet, merci, utile parce qu'elle permet à chaque individu de satisfaire au mieux ses désirs. Hobbes compare ainsi la loi à des haies, H-A-I-E-S. Hobbes compare ainsi la loi à des haies qui permettent aux voyageurs de ne pas se perdre. Alors, je relis le texte pour que vous compreniez bien. On pourrait imaginer qu'une loi est bonne quand elle est faite pour l'avantage du souverain, quoiqu'elle ne soit pas nécessaire au peuple, mais il n'en va pas ainsi, car le bien du souverain et le bien du peuple ne peuvent être séparés. Le bien du souverain et le bien du peuple ne peuvent être séparés. C'est un souverain faible que celui qui a des sujets faibles, et c'est un peuple faible que celui dont le souverain n'a pas le pouvoir de régir les sujets selon sa volonté. Alors, il y a un philosophe du XXe siècle qui s'appelle Alain, qui est un pseudonyme. C'était un professeur de classe préparatoire, notamment au lycée Henri IV. Ça a été un vétéran de la Première Guerre mondiale. Il a écrit un certain nombre de propos, de réflexions, dont l'un qui consiste à dire que le citoyen est contre le pouvoir. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que le citoyen doit se distinguer du pouvoir, être autonome par rapport au pouvoir, avoir une raison critique par rapport au pouvoir, et en même temps, il doit soutenir le pouvoir. Et ce qu'explique Alain, c'est que pour pouvoir soutenir le pouvoir, il faut que vous ayez face à vous des individus capables de réfléchir par eux-mêmes et à ne pas se plier au moindre caprice du souverain. Ça devrait nous rappeler la situation actuelle. À partir du moment où les citoyens ne sont plus capables de s'opposer au pouvoir,
ils ne sont plus capables non plus de le soutenir quand celui-ci en a besoin. Voilà. Je ne sais plus qui disait, je me demande si c'est pas De Gaulle qui disait je soutiens mon pays toujours, mon gouvernement quand il le faut. Bah, en fait, c'est ça, ce que dit Hobbes. Pour pouvoir être un bon citoyen, il faut être fort. Et donc, un État qui affaiblirait son peuple, c'est un État qui s'affaiblirait lui-même par la même occasion, à terme. On pourrait penser qu'un État qui pille son peuple, c'est un État qui s'enrichit, qui va devenir plus puissant, plus fort, c'est un État qui va se faire respecter, etc., etc. Mais en fait, non, pas du tout. C'est un État qui va affaiblir son peuple, et en affaiblissant son peuple, il va s'affaiblir lui-même. Vous comprenez? Vous êtes d'accord avec ça? Ouais. Euh, Très sincèrement, on peut se demander ce qui restera de l'État en France une fois que l'économie sera totalement fracassée, par exemple. Un État qui a des citoyens pauvres, c'est un État qui s'appauvrit et qui se condamne à s'appauvrir. Alors, je reformule ce que je vous ai expliqué sous forme de synthèse. Donc, ce serait une erreur que de distinguer ce qui serait utile, ce serait une erreur que de distinguer, ouais, affirmatif, comme disait Gainsbourg, ce serait une erreur que de distinguer ce qui serait utile au peuple et ce qui serait utile à l'État. Utile au souverain. Au fond, Hobbes est peut-être le premier penseur moderne à dire que le destin du peuple et le destin de l'État est lié. Hobbes ne dit pas l'État et le peuple c'est la même chose, hein, c'est pas Hegel, mais il va dire que leurs destins sont liés, que l'un dépend de l'autre de manière substantielle. Un souverain qui affaiblirait son peuple, oui, 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 et à l'État, au souverain. Un État qui affaiblirait son peuple est un État qui s'affaiblirait lui-même à terme. Il faut donc que le peuple soit fort pour que l'État le soit aussi. Il faut donc que le peuple soit fort pour que l'État le soit aussi. Alors, il y a deux remarques, en fait trois remarques que je voudrais faire. La première remarque, c'est que Hobbes rabat ce que c'est qu'une bonne loi sur l'utilité. Au fond, pour Hobbes, une bonne loi, c'est strictement une loi utile. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Avec cette idée? Une bonne loi, ça serait une loi qui serait simplement utile.
Alors, le pro... Hmm. Non? Vous êtes... pour- Bah, c'est pas utile, vous avez raison, c'est nécessaire. Si, c'est utile. C'est utile à pouvoir... Enfin, c'est plus qu'utile, en fait, c'est nécessaire, parce elle garantit que vous puissiez dormir la nuit, tout simplement. En fait, d'ailleurs, c'est peut-être la loi par excellence qui est nécessaire et utile, d'après Hobbes. L'État a avant tout pour fonction de garantir la sécurité, c'est-à-dire la paix, dans la société. Si un État est incapable de faire ça, alors ce n'est plus un État. C'est aussi simple que ça pour Hobbes. Euh, bon, ça en dit long sur ce que Hobbes pourrait peut-être penser de l'état de l'État en France. Euh, mais est-ce qu'il n'y a pas certaines lois qui peuvent avoir une portée symbolique, qui, qui sont de bonnes lois, même si elles n'ont pas une efficacité? Le droit de grève. Tiens, c'est marrant, j'aurais pas pensé à ça, même si on peut se demander si le droit de grève n'est pas de plus en plus symbolique, effectivement, vu l'efficacité de la grève dans, euh, dans les rapports de force et dans les négociations. Euh, je suis fonctionnaire de l'éducation nationale, donc je sais de quoi je parle. Les grèves enseignantes n'ont strictement aucune efficacité depuis. Enfin, si elles avaient pu empêcher la moindre réforme et entraîner la revalorisation de nos salaires, ça se saurait. Ça se saurait. Et comme ça ne se sait pas, on peut se demander pourquoi il y en a qui continuent à le faire. Non, c'est pas vrai. Ah, de moins en moins de profs ou de moins en moins de grèves? Oh non, c'est pas vrai. Il y en a, il y en a, c'est absolument faux. Il n'y a pas une pénurie de profs. Ah non. Non, 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 non. On a un taux d'encadrement qui est sensiblement le même que celui de l'Allemagne, avec des résultats scolaires qui ne sont pas ceux de l'Allemagne. Donc le problème n'est pas celui-ci. Donc, il ne faut pas croire. Règle numéro un, ne pas croire ce que le SNES vous dit. Ne pas croire ce que le syndicat majoritaire qui cogère en fait le ministère de l'Éducation nationale depuis au minimum les années 80 vous dit, parce qu'il est en grande partie responsable de la situation de l'éducation nationale aujourd'hui. Quand on cogère un ministère, on est un petit peu responsable de ce qui s'y passe. Alors, euh, je pensais par exemple à une mesure fiscale qui est l'impôt sur la fortune. On a constaté, et il y a eu des audits de la Cour des comptes qui l'ont constaté, que l'impôt sur la fortune coûtait plus cher à percevoir qu'il ne rapportait une fois perçu. Autrement dit, l'impôt sur la fortune demandait de payer, exigeait qu'on paye un certain nombre de fonctionnaires pour non seulement prélever l'impôt, mais en plus contrôler l'impôt, inspecter l'impôt, etc., etc. Et en fait, tout l'argent qu'on mettait dans le fait de prendre cet impôt, ça rapportait, enfin, ça coûtait plus que ça ne rapportait. Bah, c'est en partie pour ça, effectivement. Euh, L'autre partie de cela, c'est que les vrais riches, ça fait longtemps qu'ils sont expatriés fiscaux. Alors il y a ça, effectivement, il y a différentes manières ouais, il y a différentes manières de contourner l'impôt sur la fortune. Euh, Par exemple, s'endetter. Euh, Exactement. Et surtout, il y a l'exil, hein. Quand on a du patrimoine, on va en Belgique, on n'en paye pas.
Alors, On nous apprend pas à l'école comment on doit payer l'impôt, parce que finalement, la masse, il faut que la masse paye les impôts. Léna, C'est encore une autre histoire. vraiment, on est d'accord. Comme dirait De Gaulle, et pour le coup, je suis sincère, je vous ai compris. Ouais, effectivement, il y a beaucoup de bon sens dans ce que vous venez de dire. Le texte de Hobbes dit, bah, en fait, quand une loi n'est pas utile, ce ne sont que des pièges pour récupérer de l'argent. Et le problème, en plus, c'est quand le piège est mauvais, c'est-à-dire qu'il laisse vraiment s'écouler l'argent là où il est, et il prend l'argent là où il ne l'est pas. La crise des gilets. On taxe la classe moyenne, ils vont pas taxer les mecs qui sont à la même table. Est-ce que vous avez lu par hasard Christophe Guilluy? Parce que c'est exactement ce qu'il dit. Je vous donne les références d'un livre de Christophe Guilluy à la fin du cours. Bah, vous pouvez noter There is no society. No society. No society. C'est une phrase de Margaret Thatcher qui explique qu'il n'y a pas de société mais que des intérêts particuliers, etc. etc. Guilluy, G-U-I-2-L-U-Y. Ne commandez pas ça sur Amazon. Ah non, essayez de... Je vous le prêterai à la rigueur. Ok. Alors, où est-ce que j'en étais? Alors, première remarque, donc, effectivement, l'utilité face au symbole. On peut se demander ce que vaut un symbole quand il est totalement déconnecté de son efficacité. Et la réponse est qu'il faut arrêter d'être naïf, que le symbole a une efficacité et que se cacher derrière, je crois vous en avoir déjà parlé, un discours sur les valeurs, un discours sur les fameuses valeurs dont on nous rebat tant les oreilles depuis la guerre en Irak. C'est le meilleur moyen d'être efficace dans un monde légèrement abruti sur les bords. Quand on vous dit, ok, peut-être que ça ne va pas être efficace, mais au moins c'est une mesure symbolique forte. Ça, vous écoutez les interviews d'un député sur deux, il dira c'est une mesure symbolique forte. Il faut se méfier, parce que ça veut dire que cette mesure sera en fait efficace, elle sera nuisible. Elle sera nuisible pour une certaine catégorie de la population. Il ne faut pas croire, je vais prendre un exemple, il ne faut pas croire que la guerre en Irak a été un échec. Ça a été une réussite complète pour certains intérêts. Eh oui, eh oui. On a une lecture de la guerre en Irak en disant ah oui, on voulait implanter la démocratie en Irak, mais ça a échoué. Bah, ça a échoué à partir du moment où on considère que le but premier c'était d'implanter la démocratie en Irak. On n'est pas obligé de le faire. On n'est pas obligé de croire l'administration américaine quand elle le dit, si vous voulez. On peut penser que l'administration américaine a été efficace sur un plan stratégique. C'est surtout pour déstabiliser l'Europe. Voilà. Effectivement. Je pense que si on faisait la même chose au Mexique, par exemple, si l'Union européenne faisait la même chose au Mexique que ce qu'ils ont fait aux portes de l'Europe, que ce que les Américains ont fait aux portes de l'Europe, les États-Unis ne laisseraient pas faire. Alors ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que pour Hobbes, on ne peut pas mesurer ce qu'est une bonne loi si on ne voit pas ses effets sur une société. Autrement dit, pour savoir ce qu'est une bonne loi, Hobbes dit on ne peut pas le savoir à l'avance parce qu'il n'y a pas de bonne loi en soi. Il n'y a de bonne loi que par rapport à une société donnée. Une bonne loi pour l'Angleterre ne sera pas forcément une bonne loi pour la France. Parce que ce ne sont pas les mêmes peuples,
Ce ne sont pas les mêmes structures, ce n'est pas la même histoire. Okay. Et est-ce que je peux savoir si une loi est bonne ou pas? Oui, mais a posteriori, c'est-à-dire qu'il suffit de voir la société avant la loi et la société après cette loi, voir la différence et constater si ça va mieux ou si ça va plus mal. C'est bon pour tout le monde? Ok. Alors, petite synthèse, et ensuite j'en aurai fini, peut-être même définitivement, ce qui fera plaisir à Willem, j'en aurai fini avec Hobbes. Bah, peut-être. Ouais, ok. Alors, deux remarques donc. Premièrement, on pourrait objecter à Hobbes que selon ces critères, il n'y a pas de bonne loi en soi. Selon les critères de Hobbes, il n'y aurait pas de bonne loi en soi. En soi, EN plus loin SOI. Mais Hobbes affirmerait qu'une loi n'est bonne que par rapport à une société particulière. Il affirmerait qu'une loi n'est bonne que par rapport à une société particulière. Elle peut être, la même loi pourrait être mauvaise relativement à d'autres sociétés que par rapport à une société particulière. Par ailleurs, on pourrait objecter à Hobbes, ça veut dire adresser une objection. On pourrait contredire Hobbes sur ce point. On pourrait objecter à Hobbes que l'utilité n'est pas le seul critère d'une bonne loi. Alors certes, si la gestion comptable n'est certainement pas la meilleure des politiques, si la gestion comptable n'est certainement pas la meilleure des politiques, il faut sans doute se méfier des lois symboliques qui masquent
lois symboliques qui masquent leur pouvoir de nuisance. Derrière le masque, derrière le discours des valeurs. Et au fond, je considère que la seule valeur que l'État, le seul principe moral que l'État ait à défendre, c'est la dignité humaine. Au-delà de ça, l'État n'a pas tellement de principes, d'autres principes à défendre. En tout cas, Hobbes, il y en avait un peu plus, si vous voulez, mais on ne fait pas une bonne politique avec des valeurs. C'est aussi ça le problème. Bah,